Oh, oui, je peux dire Octavio Diogo, comme je l'ai dit, de nationalité béninoise, résident à Addis Ababa. Un jeune plein de passion, quelqu'un d'assez passionné dans tout ce qu'il fait. Ça, au moins, ça, c'est tout moi, ça. Quelqu'un d'assez ouvert sur les domaines de compétences. Je ne suis pas casé, j'essaie de toucher à tout, de tout comprendre. Quelqu'un Bonjour qui et soyez les bienvenus sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage d'expériences avec de jeunes professionnels, avec des entrepreneurs du continent africain et au-delà, avec qui nous échangeons et nous apprenons de leur parcours enrichissant. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Rodolé, agronome, socio-économiste, auteur, podcasteur. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette grande communauté de personnes qui nous suivent en Afrique et au-delà. Avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on se retrouve juste après ceci. Bonjour, chers internautes. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur le rendez-vous du podcast Connexion. Comme vous le savez, ici, nous partageons des expériences. Nous enrichissons nos expériences justement avec des jeunes professionnels sur le continent africain et au-delà. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Octavio Diogo, qui a un parcours tout aussi inspirant. Vous aurez l'occasion de le constater. Bonjour Octavio. Bonjour, cher ami. Alors, j'espère que tu te portes très bien. Je vais bien, je vais bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Moi, je suis en pleine forme. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Où est-ce que tu es actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Intéressant. Je suis Octavio Armelon Diogo, je suis béninois de nationalité, résident à Addis Ababa. Euh, c'est un peu difficile de se présenter, je ne sais pas exactement quel genre de présentation vous souhaiteriez, mais je ne sais pas, ce serait mieux pour moi d'avoir des questions spécifiques, là je pourrais m'arranger pour trouver les réponses à cela. Oui, effectivement, on est d'accord là-dessus que c'est pas souvent aisé de se présenter soi-même, mais pour des personnes qui te découvriront pour la première fois justement à travers ce podcast, qu'est-ce que tu souhaites qu'on garde de toi en fait? Oh, oui, je peux dire Octavio Diogo, comme je l'ai dit, de nationalité béninoise, résident à Addis Ababa. Un jeune plein de passion, quelqu'un d'assez passionné dans tout ce qu'il fait. Ça, au moins, ça, c'est tout moi, ça. Quelqu'un d'assez ouvert sur les domaines de compétences. Je ne suis pas casé, j'essaie de toucher à tout, de tout comprendre. Quelqu'un qui, j'apprends tous les jours, je m'améliore tous les jours. Et quelqu'un qui est guidé dans sa quête perpétuelle et quotidienne à améliorer de manière significative directement ou indirectement la vie d'autrui. Je suis quelqu'un assez altruiste. C'est cela. En ce qui concerne mon parcours, je suis juriste de formation. Je suis sorti de l'Université d'Amérique-Calavi en 2009. J'ai fait la faculté de droit et de sciences politiques, mais j'étais beaucoup spécialisé sur la carrière, sur les droits des affaires, carrière judiciaire. Après OK. cela, je suis rentré dans un cabinet d'avocats. Je suis même avant les résultats, j'étais rentré dans un cabinet d'avocats. J'ai fait 2 années là où j'ai appris. Avant ce cabinet d'avocats, j'étais aussi dans une étude étude d'huissier de justice où j'ai appris tout ce qui était procédure de recouvrement de créances. Donc, quand j'ai fait les 2 années Toujours à Cotonou, oui, bien sûr. toujours à Cotonou, toujours à Cotonou. OK.
Et D'accord. avant cela, déjà en 2006, j'avais commencé le stage académique dans un cabinet d'avocat pendant que je finissais ma deuxième année de droit. Donc, j'ai été quelqu'un d'assez passionné de droit. Et en janvier 2012, j'ai raccroché. Je peux dire, c'est vrai, j'ai raccroché sur un coup de tête. Mais oui, j'ai raccroché. Je dis, bon, cabinet d'avocat, c'est bon, mais je n'étais pas assez épanoui pour le type de personne que je suis. Donc, j'ai raccroché. J'ai fait de janvier 2012 jusqu'en août 2012, j'ai essayé d'aider différentes ONG à Cotonou. CTM Bénin qui est à Calavi et Orphelin, Solidarité Orphelin qui aussi était à Calavi. Je les ai aidés dans la structuration de l'ONG, à aussi tout ce qui était formation et tout ce qui était relations extérieures. Et donc, en août 2013, août 2012, j'ai claqué la porte à Cotonou, j'ai vendu tout ce que j'avais et puis je me suis lancé, j'ai acheté l'ordinateur, je me suis lancé sur le Nigeria. Et c'est ainsi que j'ai atterri à Edo State, à Benin City, dans Edo State au Nigeria, ne connaissant pas qui j'allais rencontrer, sachant pas ce que j'allais devenir, mais j'étais convaincu que je partais pour un stage de développement communautaire au Nigeria, un stage qui m'avait été offert par l'association ISEC. Je tiens à rappeler que ISEC est une organisation estudiantine. J'ai été membre, sinon cofondateur de ISEC en août 2005 à Cotonou. Et dans ISEC, j'ai pris différentes responsabilités. J'ai été chef de projet, projet ASC. J'ai été responsable ressources humaines de ISEC où OK. j'ai dirigé 5 membres. Après cela, j'ai été vice-président national ressources humaines en 2009 à ISEC. C'est vrai, je n'ai pas fait assez de temps, j'ai raccroché. Et en 2011-2012, j'ai été manager national de ISEC pour les questions de relations extérieures de communication. Donc, c'est à la fin de ce processus de ISEC au niveau du bureau national et aussi à la fin de tout ce qui était droit en août 2012. Donc, j'ai décidé d'aller faire une autre Donc, expérience. tu étais parti au Nigeria dans le cadre d'un stage professionnel pour le Stage compte de communautaire, l'IESEC. pas professionnel, mais c'était communautaire parce qu'il y avait deux OK. types de stages. Il y avait le stage professionnel et le stage communautaire. Donc, je D'accord. crois que je n'étais pas qualifié pour le stage professionnel, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le stage communautaire, c'est parce que je suis une personne assez engagée dans la communauté. Je tiens à rappeler que déjà quand j'avais 16 ans, en 2001, j'étais déjà membre des scouts. J'étais scout catholique, j'étais un éclaireur assez dynamique, assez pertinent. Et déjà, même au niveau de l'école, d'un collège qu'on continue d'appeler le collège Montberger à Copa, j'étais journaliste scolaire. Voilà. Donc, j'ai été engagé dans ces choses-là. Donc, ce qui fait que j'ai préféré le stage communautaire au stage professionnel. Donc, je suis allé au Nigeria un 7 août 2012. J'ai pris la route du matin, tôt le matin, j'ai traversé Lagos et tout ça. Je suis retrouvé dans une structure, dans une société qu'on appelait Lead Jobs, qui s'occupait des questions de petites et moyennes entreprises, du développement des petites et moyennes entreprises. Donc, j'ai fait quatre mois là, jusqu'en novembre. Je suis revenu à Cotonou fin novembre et je suis reparti là-bas en début janvier. Et j'étais là-bas quand j'ai eu une offre de la Commission de l'Union africaine en février 2013 pour être déployé en tant que volontaire de l'Union africaine, mais étant basé dans la mission des États-Unis auprès de l'Union africaine. Donc, j'étais volontaire de l'UA, mais je n'étais pas dans la Commission de l'Union africaine. Donc, c'est comme ça que je m'étais retrouvé comme spécialiste des questions de programme de jeunesse au niveau de USAU, de United States Mission to the AU. Donc, j'ai fait 1 an et demi là-bas. J'étais censé faire 8 mois, mais après, ils m'ont demandé de rester. Et donc, j'ai fait 1 an et demi là jusqu'en août 2014. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé à Addis Ababa. Et de août 2014, j'ai fait différents travaux. J'ai été dans différentes organisations. J'ai travaillé en tant qu'assistant personnel, assistant personnel de l'ambassadeur du Bénin auprès de l'Union africaine. J'étais son assistant personnel, acting au fait, parce qu'il y avait une assistante personnelle dont j'ai fait l'intérim. Après cela, j'ai travaillé à Oxfam. J'étais, qu'on appelle, associé au programme sur les questions de gouvernance et d'engagement citoyen.
Après, j'ai travaillé aussi à IPSS, l'Institut sur les études de paix et de sécurité. IPSS est basé dans l'Université d'Addis Ababa. Et j'étais là-bas en tant que communication officer French. Donc, je faisais beaucoup la communication en ligne, tout ce qui était branding, positionnement, marketing pour l'Institut en ligne. Et après ça, j'ai travaillé aussi à aider en tant que consultant l'ambassade de Guinée en 2017, l'ambassade de Guinée auprès de l'Union africaine. Parce qu'en 2017, rappelons, la Guinée était présidente en exercice de l'Union africaine. Donc, j'étais Oui. là-bas, pour aider la Guinée toute l'année 2017 jusqu'en février 2018 à la Guinée. Et après ça, je suis rentré à l'Union africaine où j'ai été coordonnateur de la cellule d'analyse politique du département des affaires politiques. J'étais un analyste politique, mais je coordonnais une équipe de 5 personnes. Donc, voilà un peu mon parcours jusque-là. Et j'ai rejoint récemment une organisation qu'on appelle One Campaign. One Campaign est une ONG mondiale qui est basée dans toutes les capitales diplomatiques du monde. Et je suis consultant pour One Campaign sur les questions de plaidoyer politique. Je veux dire, spécialement sur les questions de l'Union africaine. Donc, je suis un peu comme le spécialiste de l'Union africaine dans One Campaign, dans toute One Campaign globalement. Donc, C'est justement assez inspirant, je voulais dire, de voir tout le parcours que tu as, de voir les implications que ça demande. Et c'est en même temps un modèle de jeune professionnel qui doit pouvoir inspirer les jeunes de notre audience parce que nous nous adressons à des jeunes professionnels et à des entrepreneurs. Et j'allais te demander, dans ton occupation professionnelle actuelle, c'est quoi ton quotidien? OK. Mon quotidien, c'est d'aller rencontrer les gens. C'est d'abord les relations extérieures, c'est la diplomatie. Je travaille sur les questions de l'Union africaine, mais ce n'est pas uniquement sur l'Union africaine. Je dois travailler en relation avec les ambassades des pays membres, donc c'est 55 États. Donc, mon quotidien, c'est d'arranger des rendez-vous, d'aller discuter avec tel ambassadeur ou tel ministre conseiller ou tel conseiller. C'est de nouer des contacts avec eux, d'échanger sur des questions pertinentes qui sont les questions de WAN, notamment les questions de nutrition, les questions de jeunesse, les questions des questions financières, donc tout ce qui concerne le développement. Donc, voilà ce que je fais généralement presque tous les jours. Je suis constamment dans la quête de l'information et de partage de l'information et surtout dans la question du plaidoyer. Cela demande à ce que non seulement on établisse les contacts, ensuite d'aller vers les personnes, vers les ambassades ou vers la Commission de l'Union africaine des staffs de presque tous les départements, de tous les 6 départements de la Commission de l'Union africaine, d'aller vers les staffs. Même si vous ne les connaissez pas, vous devez établir les relations, vous présenter, dire ce que votre organisation fait, ce pourquoi vous êtes là. Et ce pourquoi on est là, soit c'est parfois pour les recherches d'informations, soit parfois c'est pour demander, pour faire plaidoyer, pour incorporer tel ou tel aspect dans un processus qui est déjà engagé ou qui n'est pas encore engagé au niveau de la Commission de l'Union africaine. Par exemple, lorsqu'il y a une réunion des ministres de l'Éducation, par exemple, celle qui est en train d'être programmée au Niger quelque temps en novembre, il s'agira de demander à avoir les documents, savoir ce à quoi la réunion revêt. Et nous, par rapport à nos intérêts, ce qui intéresse les gens, parce que nous sommes une organisation de société civile, nous avons une approche beaucoup plus globale des questions les plus pertinentes et émergentes et urgentes de la population. Donc, c'est de voir avec la structure qui organise la réunion, est-ce que dans les décisions qui seront prises, est-ce que tel ou tel aspect serait abordé et de leur dire notre position par rapport à cela et de leur montrer aussi l'importance pour eux d'inclure cela pour que la décision soit assez holistique et puisse être pertinente pour la majorité des populations. Donc, c'est un plaidoyer que nous faisons. C'est un peu challengeant parce que parfois les gens ne vous comprennent pas, parfois vous rencontrez des ambassades. Vous savez, les ambassades, c'est les gouvernements. Et parfois, les gouvernements sont assez réfractaires par rapport aux actions de la société civile. Ils ont un regard
totalement différent de la société civile, mais c'est à vous de persévérer et de trouver les moyens de toujours contourner. Donc, si vous allez vers une ambassade spécifique et vous faites partie, vous dites ce que vous voulez, vous faites votre plaidoyer, il est toujours recommandé de trouver une ou deux autres ambassades ou d'autres pays qui seront concernés par la question et de pouvoir faire pour toujours. un peu renforcer les Voilà, idées et donc, soutenir une question l'action de d'éducation. plaidoyer. Je pense qu'on va revenir de manière précise sur les défis. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tout est parti pour toi, l'idée de t'engager, l'idée de t'intéresser au développement communautaire. Parce que j'ai noté ton implication dans AIUSEC, notamment dans la mise en place même de l'AIUSEC, de cette association au Bénin. Du coup, tu fais partie des pionniers de l'organisation au Bénin. Alors, d'où est parti pour toi l'engagement citoyen, l'engagement communautaire? Je crois que mon engagement est parti de mon appartenance enfin, à l'association Scout, les Boy Scouts. C'est là déjà quand nous faisions les camps de vacances. Déjà, nous allons dans différentes localités. Nous essayons de régler une fois tant mieux, quelques petites choses, essayer si c'est les campagnes de salubrité, nous le faisions en son temps. Donc, cet engagement-là, de pouvoir savoir qu'il y a une possibilité de changer quelque chose quelque part, dans un milieu qui n'est pas forcément le nôtre, ça m'a pris déjà à l'âge de 16 ans. Donc, c'est d'abord ça. Maintenant, il y a d'autres expériences que je n'ai pas citées, mais j'ai eu mon enfance depuis que j'avais 5 ans. J'ai vécu dans un quartier qui était assez dépourvu des ressources et des infrastructures. Donc, quand il pleuvait, il fallait combler les routes avec la terre jaune, tout ça. Donc, il y avait une mobilisation communautaire qui existait déjà. Et j'avais pris goût à cela, si bien que tout ce qui était activité communautaire, c'est ce à quoi je peux dire que je suis pratiquement destiné. Mais plus tard, j'ai eu une expérience aussi avec le ministère de l'Environnement en 2007 dans un projet de protection de la mangrove, des aires protégées. Et cela a encore émulé en moi la nécessité de pouvoir contribuer à la communauté pour que chacun puisse vivre dans un environnement paisible et plaisant pour lui permettre de s'éclore individuellement. Donc voilà un peu d'où est-ce que c'est venu mon envie et mon engagement pour la communauté. C'est beaucoup intéressant de t'écouter justement parce que quand on est jeune professionnel, quand on est acteur ou entrepreneur, il y a toujours une histoire derrière pourquoi on décide de s'engager. Et si tu fais un diagnostic de l'écosystème, je voulais dire africain, mais sinon béninois, est-ce que tu sens que les jeunes s'engagent véritablement? Je crois que les jeunes s'engagent. Pour dire vrai, je crois que j'ai une vue un peu plus élargie de l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes, c'est par exemple aussi dans l'Église. Vous voyez, par exemple, au niveau de, comme je l'ai dit, j'ai été Boy Scout, donc il y a un engagement à ce niveau. Il y a l'engagement au niveau des ONG. J'ai vu beaucoup plus de jeunes créer des ONG. D'ailleurs, même en 2009, j'avais créé une ONG qu'on appelle VCI Bénin à Cotonou. Et on faisait le développement communautaire, mais beaucoup plus axé sur les droits des enfants. Donc, on faisait chaque année, on aidait les enfants à vivre mieux les fêtes de fin d'année. Oui, il y a un engagement communautaire beaucoup plus poussé récemment. On a vu beaucoup de jeunes être acteurs dans la société civile. On a vu aussi beaucoup de jeunes acteurs dans la politique. Parce que l'un des objectifs finaux de la politique, c'est forcément aussi l'amélioration de la communauté. Donc, pour moi, il y a eu récemment, il y a eu un engagement très poussé de la jeunesse dans les questions communautaires. Peut-être la manière dont ça se fait a besoin d'être améliorée, mais je pense fondamentalement qu'au Bénin, l'écosystème est beaucoup plus élargi. Et vous voyez, il y a un programme de l'engagement communautaire volontaire de l'Université Abomey-Calavi, le code des volontaires de l'Université Abomey-Calavi. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce sens. Et honnêtement, j'encourage cela.
Récemment, j'étais en communication avec un jeune que je ne connais pas, qui avait aussi créé une ONG, qui faisait des actions vraiment pertinentes sur le terrain. Je crois que l'écosystème est bon. Les actions sont en train d'être faites. On peut améliorer la manière de faire pour éviter que les actions soient dupliquées. Je crois qu'il peut y avoir une amélioration dans les relations entre les organisations de jeunesse qui opèrent sur le terrain pour éviter, enfin, un partenariat stratégique pour éviter qu'il y ait duplication des actions sur le terrain et pour accroître aussi l'impact. Je crois que la manière de prendre la question est peut-être peu différée selon l'angle de vue, parce que tout de même, on sent qu'il y a une certaine inertie dans l'approche de s'engager justement parce qu'on note au niveau de... Je suis pas contre l'avis du fait qu'il y a beaucoup d'associations qui pratiquement opèrent sur les mêmes thématiques. Ça, c'est une problématique. Mais il y a une bonne partie tout de même de la population qui ne s'intéresse pas aussi au développement communautaire malgré tout ce qu'il y a de disponible comme dynamique institutionnelle. Est-ce que tu vois ça de la même manière que moi? Ou voilà quoi. Ce n'est pas la même lecture. On peut avoir différentes lectures. Mais il faut aussi dire que tu peux avoir une lecture différente. Tu es actuellement sur le terrain. Moi, j'observe le terrain de loin par rapport à la manière de, par rapport aux différentes interactions que moi j'ai eues. Et toi, tu es sur le terrain. Mais je crois qu'il y a davantage, d'engagement d'engagement communautaire. N'oublions pas que l'engagement communautaire ne se limite pas à nous autres qui sommes allés à l'école. Quand vous allez dans les villages, vous allez dans les communautés rurales, il y a il y a souvent des organisations de jeunesse qui se mobilisent autour de la nécessité, en tout cas ce qui constitue le besoin de la communauté. Donc pour moi, je crois que oui, ça se développe. Maintenant, du point de vue institutionnel, est-ce que c'est facilité? Ça, c'est une autre question, ça, c'est un autre débat. Peut-être que ça va demander toute une chirurgie pour savoir si le cadre institutionnel favorise davantage. Mais je crois, pour ma part, qu'il en a. Maintenant, du point de vue institutionnel, ce que le gouvernement aurait pu faire ou ce que l'État béninois pourrait améliorer, c'est de dire, OK, chaque jeune, comme ça se fait dans certains pays occidentaux, chaque jeune, pour son engagement communautaire, pourrait avoir des unités d'enseignement validées. Ou peut-être à la fin de chaque diplôme, à la fin de son diplôme, pour avoir un travail dans une entreprise ou dans n'importe quelle structure, il faudrait que la personne, le jeune, puisse justifier d'une expérience communautaire d'au moins une année. Tout ça, c'est possible, c'est discutable. Je crois que ça, on peut aller dans ce sens en termes d'amélioration institutionnelle, mais je crois que les jeunes, beaucoup d'associations de volontaires se développent. Merci beaucoup, Octavio. On va revenir sur le parcours professionnel dans le tien. Et est-ce que c'est facile pour un jeune professionnel qui réside au Bénin d'aller à l'international, de travailler, d'interagir avec des organisations internationales à vocation qui interviennent justement dans le cadre du renforcement de capacité, mais aussi dans le cadre d'actions de plaidoyer? Selon ton expérience. On peut voir ça sous deux angles. Le premier angle, c'est que oui, c'est facile. Et le deuxième angle, je peux dire oui, il y a des challenges. Je dis c'est facile par rapport à celui qui déjà avait une vision d'aller à l'international. Je ne condamne pas souvent les organisations, mais j'ai l'habitude de dire s'il y a des gens, si tu as une vision d'aller à l'international, tu trouveras forcément le moyen d'y aller. D'ailleurs, quand j'étais en deuxième année et qu'en même temps je faisais AESEC, j'ai dupliqué les activités, enfin, je me suis intégré dans AESEC pour dire vrai. Et j'ai été assez actif parce que je savais que je voulais aller à l'international. Donc, il devait avoir une vision personnelle de l'individu d'aller à l'international. Une deuxième chose, c'est à la personne de rechercher les voies et moyens pour pouvoir contourner ou pour pouvoir se frayer un chemin pour aller à l'international. Et troisième chose, je pense qu'il y a forcément une manière, il peut avoir, avec un peu de détermination, peut y aller. Il y a des mécanismes qui sont déjà là pour le faire, par exemple le programme des volontaires des Nations Unies, le programme des volontaires de l'Union africaine, le programme des volontaires de la CEDEAO et différents autres programmes avec des associations, avec qu'on appelle
les partenariats de coopération entre associations. J'ai entendu parler de France-Bénin Amitié ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'ONG internationales qui existent pour de vrai. AESEC en elle-même, vous savez, c'est dans plus de 140, 150 pays environ. Donc, tout dépend de la volonté de la personne de pouvoir aller à l'international. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller à l'international. Mais pour y aller, il faut s'y prendre tôt. Pour aller à l'international, il faut s'y prendre tôt. Ce n'est pas lorsqu'on a déjà fini des études et puis on est en train de se chercher, on dit on va à l'international. Non, c'est une vision qu'on a déjà depuis quand on étudie pour savoir que chaque action que nous faisons, c'est pour se retrouver forcément à l'international et d'y rester. Ce n'est pas pour t'arrêter justement. S'il faut s'y prendre tôt, quel est le cheminement que tu conseillerais? Ah, le cheminement, c'est un cheminement basé sur le développement de capacités personnelles, dans les aptitudes. L'international n'est pas basé fondamentalement sur les diplômes, c'est basé sur l'aptitude, ce que la personne sait faire, ce que la personne peut faire. Donc, première chose, s'y prendre tôt requiert, première chose, d'avoir sa vision. Deuxième chose, de comprendre le système, comment le système international est conçu. C'est conçu pour ceux qui ont des aptitudes multiples de pouvoir se déployer. Par exemple, moi, je suis juriste de formation, mais j'ai fait la communication, je suis en train de faire des plaidoyers. J'ai fait différentes autres choses, j'ai fait les ressources humaines, j'ai fait la gestion de projets et autres. Donc, c'est de se construire pour demander à ce que votre CV puisse refléter que vous avez, en commençant tôt, vous avez développé des aptitudes qui vous prédisposent à vivre dans le monde international. L'une des choses aussi en termes d'attitude, c'est la langue. C'est de pouvoir se dire on n'est pas fermé sur le français, on peut aller vers l'anglais. L'anglais aujourd'hui, c'est la langue, c'est l'une des langues les plus parlées après le mandarin, après le chinois. Donc, je me dis, quel que soit Alpha, on va se retrouver sur le globe, on doit pouvoir parler On l'anglais. est pleinement d'accord sur la question de la langue. L'anglais, oui, c'est important, oui. C'est cela. Et moi, j'encourage beaucoup déjà quand on est étudiant. J'ai vu à l'IDEAB le club d'anglais qui était vraiment actif entre 2009 et 2012, qui faisait des prouesses. Donc, lorsqu'on sait que l'international requiert l'anglais, il faut s'y prendre tôt. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé au Nigeria. La raison fondamentale n'était pas dans le développement communautaire, mais c'était pour au moins apprendre à parler et à interagir en anglais. Et c'est grâce à ça que j'ai été posté à l'ambassade des États-Unis, à la mission des États-Unis auprès de l'Union africaine. Et tout le travail en anglais, vous n'avez pas la possibilité de vous échapper, même si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas performant dans la langue, au moins les basiques de communication peuvent vous ouvrir les portes. Donc, la polyvalence dans la langue aide énormément. Merci beaucoup. Je pense que c'est une valeur que nous allons garder et continuer justement à nous performer là-dessus, notamment des jeunes professionnels et entrepreneurs à qui s'adresse ce podcast. C'est de partir des expériences de réussite des jeunes et de partager justement les expériences. Alors, Tavio, dans ton quotidien, quels sont les défis que tu rencontres? Tu interagis avec beaucoup de personnes dans un environnement multiculturel, avec des dynamiques qui ne sont pas forcément les mêmes que dans ton pays d'origine. Comment est-ce que tu vis le quotidien? Quels sont les défis que tu rencontres et comment est-ce que tu y fais face? Je vais énumérer 2 ou 3 défis. Et le premier défi est d'abord un défi culturel, comme tu l'as mentionné. Il y a que on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes manières de faire les choses. Le défi culturel, en ce sens que lorsque tu as des rencontres à faire avec un certain type de personnes ou une certaine catégorie de personnes, cela requiert ou non tout un format, tout un formalisme, tout un processus. Donc, il faudrait, ce défi-là demande, ce défi, c'est le défi d'adaptation à la culture de l'autre. Et c'est vraiment important dans le milieu international parce qu'on demande la diversité. Donc, l'une des manières d'exercer la diversité, c'est de pouvoir être flexible et de pouvoir s'adapter à la culture de l'autre dans ton travail. Donc, ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est le défi le plus récurrent, c'est que lorsque je vais rencontrer certaines personnes, il y a un peu de la réticence par rapport à qu'est-ce que le jeune là peut faire. Donc, il y a le défi, je peux dire, un défi lié à mon âge. Je suis encore au milieu de la trentaine.
Donc, beaucoup de personnes peuvent te regarder de haut et dire que ce jeune-là, c'est peut-être prétentieux, qu'est-ce qu'il peut faire, en quoi il peut être utile et tout ça. Donc, ça, c'est un deuxième défi, le défi de l'âge, le défi de la jeunesse. Mais il faudrait, pour surmonter ça, il faudrait y avoir de la détermination, savoir exactement ce qu'on veut de la réunion et prouver en toute chose qu'on est un expert de la question qu'on veut aborder. Donc, le troisième défi, c'est le défi de connaître, apprendre à être expert de tout. C'est difficile, mais nous avons, dans notre organisation, nous avons toute une panoplie de choses, de sujets sur lesquels nous intervenons. Et même si tu n'es pas économiste, euh, ça te demande de l'auto-formation pour être économiste, pour que tu sois expert. Du coup, ça t'amène à toucher à tout finalement, Ça t'amène à être toucher à tout et un surtout à mini-expert développer. dans chaque domaine. Voilà, ça te demande euh, à aller au-delà du minimum et à développer une expertise dans le domaine, même si tu n'en es pas expert. Aujourd'hui, par exemple, j'étais allé rencontrer un conseiller et on a parlé des questions économiques, des questions des droits de tirage spéciaux, de Fonds monétaire international, Banque mondiale. C'était pas, je n'avais jamais travaillé sur ces questions-là, mais ça demande un défi quotidien d'actualisation de soi. Donc, il faut s'actualiser, il faut être constamment dans la recherche de l'information et ne pas être dépassé par l'information. Donc, voilà quelques deux ou trois défis que j'ai pensé qui seraient intéressants de d'énumérer. Premier défi, l'adaptabilité, la flexibilité quant à la culture de l'autre. Le deuxième défi, le défi de la jeunesse, de l'âge. Le troisième défi, le défi qu'on appelle de l'autodidacte que tu deviens. Tu es obligé d'être autodidacte, le défi de la connaissance, de l'actualisation de la connaissance qu'on a dans le domaine pour développer une expertise. Je suis pleinement d'accord avec toi qu'il faut forcément une dynamique d'apprentissage continu, donc se former au quotidien. Ce qui m'a particulièrement tiqué quand tu parlais de l'âge, on ne se rend pas compte, mais la jeunesse, l'âge jeune, enfin, la tranche d'âge qualifiée de jeune a des limites à s'insérer dans certains secteurs d'activité, dans certains métiers, justement à cause de l'âge. Mais alors que, à contrario, quand on donne la possibilité à des jeunes de s'exprimer et de montrer ce qu'ils savent faire, on a souvent des résultats excellents. Donc, ce sont des éléments qui peuvent normalement vous aider parce que ce qu'il faut, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'âge devrait être un obstacle. Il faut qu'on appelle, il faut toujours se rappeler que les milieux du travail, en général en Afrique, surtout dans le système international africain, je ne maîtrise pas le système des autres, c'est un défi, l'un des problèmes, c'est que le système international africain est beaucoup géocrate. C'est un système qui est beaucoup un système de plus de 40 ans. Donc, quand tu viens en tant que jeune, on a tendance à minimiser. Parfois, on ne cherche même pas à savoir si tu as de l'expérience dans quoi que ce soit, mais on considère que vous n'avez pas une valeur ajoutée à apporter à ce qu'ils font. Donc, c'est un milieu assez traditionnel et qui demande à ce que la jeunesse la jeunesse elle-même fasse ses preuves pour qu'on la respecte, pour qu'elle puisse montrer qu'elle a la hauteur. Mais je suis heureux de savoir et d'appartenir à une ONG, One Campaign, qui fait la promotion de la jeunesse. Et ça, je peux dire parce que la plupart des staffs, je dis, la plupart des staffs au niveau africain ne sont que des jeunes. Sur près de 23 ou 24 staffs seniors, vous avez à peine 3 ou 4 qui sont au-delà de la quarantaine. Donc, c'est pour dire, oui, on a donné sa chance à la jeunesse et la jeunesse est en train de faire des choses. Donc, c'est un appel aussi pour moi de dire à toutes les ONG ou à toutes les organisations, même au niveau politique, de donner aussi leur chance à la jeunesse. Une information qui pourrait vous intéresser, c'est que l'Union africaine a adopté récemment, je crois l'année passée, une résolution à intégrer 35% de la jeunesse dans le système de l'Union africaine et 50% des femmes. Donc, 35%, c'est déjà un pas. Mais je peux vous dire, ce ne serait pas facile. Ça va encore demander à la jeunesse qui veut venir à l'international, surtout dans le système de l'Union africaine, de faire encore preuve de détermination et de se distinguer pour entrer dans ces 35%.
Et on espère effectivement que ces quotas seront respectés parce qu'une chose est de définir, voilà, et une autre est de l'appliquer justement au quotidien. Merci beaucoup, Octavio. Tu nous apportes beaucoup de valeur dans cet entretien. Et nous allons évoquer un aspect qui est lié à ton quotidien. Quand on parle de plaidoyer dans un espace international, quelles sont les difficultés que tu rencontres? L'une des difficultés, c'est d'être mal compris. L'une des difficultés, c'est d'être mal compris. Vous savez, venir du côté de la société civile pour aller vers les gouvernements, pour leur demander ou faire la demande de se pencher sur tel ou tel aspect, ça ne rencontre pas toujours l'assentiment des gouvernements parce qu'il a un agenda. Il a l'agenda politique, l'agenda de la société civile. Donc, les deux agendas parfois ne se rencontrent pas sur certains points. Donc, l'une des choses à faire dans ce domaine, c'est de pouvoir trouver les mots politiques pour pouvoir faire, pour pouvoir faire ressortir ce que nous voulons. Donc, c'est de pouvoir trouver une enveloppe politique suivant les termes que le gouvernement veut ou les gouvernements veulent, mais pour pouvoir comme on appelle, englober ce que nous voulons avoir en termes de résultats. Et vous savez, le plaidoyer, c'est que vous faites passer au niveau du gouvernement ce que vous voulez que le gouvernement fasse et vous revenez après pour dire au gouvernement, vous avez dit ça, vous devez maintenant faire ceci, ceci, en tant que suivi de ce que vous avez déjà pris comme décision. Donc, ce n'est pas toujours facile de pouvoir faire passer certains messages de plaidoyer. Cela demande beaucoup de détermination, beaucoup de patience, surtout la patience et beaucoup de créativité, beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, notamment dans les méthodes ou méthodologies, parce que de ton expérience, c'est sûr que tu as su engager ou tu as engagé des initiatives qui peut-être n'ont pas abouti. Et de ces expériences, où est-ce que toutes les initiatives de plaidoyer dans lesquelles tu as été impliqué ont abouti? D'abord. Pour dire vrai, je suis nouveau à WAN. Je suis à ce niveau de plaidoyer, je peux dire que c'est ma première grande expérience en matière de plaidoyer à ce niveau-ci. Je peux l'avoir fait au niveau micro dans les États, au niveau du Bénin, mais c'est ma première fois à ce niveau-ci et cela demande beaucoup d'apprentissage et de patience. J'ai rejoint WAN, ça ne fait pas plus de 3 mois et je suis en train d'apprendre. Mais en termes d'initiative de plaidoyer, l'une des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler, il faut comprendre que chaque initiative de plaidoyer réussit suivant différents paramètres. Et ça dépend non seulement de ce que nous voulons, ça dépend surtout de la coalition que nous avons autour de soi. Donc, parfois, il faut être membre d'une coalition plus élargie et savoir avec quel partenaire stratégique s'aligner pour s'assurer que le plaidoyer va jusqu'à et là, forcément, ça veut dire que c'est un rapport de force qui va jouer finalement son poids pour Je crois qu'en général, le monde du travail et de toutes les relations diplomatiques ou relations de plaidoyer, c'est d'abord une question de rapport de force. Maintenant, il faut savoir sur la base de quoi vous allez. Est-ce que nous, par exemple, nous avons l'habitude de faire des consultations de la jeunesse et de faire des pétitions, de faire des consultations de nos bénéficiaires. Donc, on sait qu'on a tout un poids derrière, on sait qu'il y a toute une masse de personnes derrière qui, en réalité, ont endossé ce que nous voulons faire comme plaidoyer. Donc, réussir le plaidoyer dépend aussi de d'où est-ce que l'on vient. Est-ce qu'on fait un plaidoyer au nom des bénéficiaires sans que les bénéficiaires n'aient été consultés et aussi essayer de ratisser large en termes de coalition. Maintenant, se définir aussi le temps qu'il faut pour cela et savoir en termes de mesures de succès, quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels on peut dire que nous avons réussi ou pas. Et il y a des initiatives qui peuvent ne pas sembler avoir réussi pour le public. Mais il y a des initiatives qui ont réussi du côté des ONG ou du côté des organisations en fonction des mesures de succès, des facteurs clés de succès que nous avons élaborés. Donc, parfois, pour qu'une initiative prenne, ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans, mais il y a peut-être des petits pas dans l'initiative qui réussissent individuellement pour faire un tout. Donc, tout dépend des approches de chaque organisation, de chaque personne, et voilà quoi, en matière de plaidoyer. Merci beaucoup. Il y a un aspect assez important, moi je pense que c'est pertinent de l'évoquer,
la question de la transmission entre les aînés et les plus jeunes. J'allais te demander, est-ce que tu as des aînés qui t'inspirent, des aînés soit africains ou béninois qui t'inspirent? Et après, est-ce qu'il y a eu des initiatives pour aller apprendre d'eux? Ou est-ce que eux, dans leur position, ont essayé de tendre la main en tant que jeune? C'est une question très pertinente en termes de, en termes de rôle modèle. Euh, c'est important pour la carrière personnelle. C'est bizarre, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'ai de l'admiration personnelle pour un certain monsieur, l'actuel ministre des Affaires étrangères du Mali, monsieur Abdoulaye Diop, qui a été avant d'être ministre des Affaires étrangères, enfin, avant d'être nommé récemment ministre des Affaires étrangères, il était chef du cabinet du président de la Commission de l'Union africaine. C'est l'une des personnes vers qui je regarde et qui m'inspire chaque jour dans la manière de conduire les questions politiques, les questions diplomatiques, même si ce n'est pas les questions, parce que dans une manière, la diplomatie fait partie intégrante du plaidoyer. Donc, M. Abdoulaye Diop, ça fait partie de, même si apparemment il n'a pas développé un programme ou une initiative particulière pour que les jeunes puissent apprendre de lui, je peux dire qu'il a beaucoup de jeunes, j'ai discuté avec des jeunes, même sénégalais et autres de récemment, qui l'observent et qui pensent que voilà bien quelqu'un qui inspire. Il y a un feu ambassadeur Natama, Jean-Baptiste Natama, qui était aussi chef de cabinet du président de la commission, qui a décidé, qui était candidat aux élections présidentielles au Burkina. Il a beaucoup œuvré ici à Addis Ababa à développer des initiatives de jeunesse pour le renforcement des capacités de la jeunesse dans le milieu international ici à Addis Ababa. Et avec un système de mentorat qui était assez relativement performant. Ceux qui ont appris de lui. Donc, je n'ai pas assez de rôle modèle. Ce que je fais, je prends des personnes qui sont assez singulières, qui ne sont pas, peut-être ne sont pas très connues, mais il y a des personnes qui, en fonction de ma carrière, en fonction de ce que j'ai envie de devenir, en fonction des aspects du domaine dans lequel je suis, ici nous sommes dans le domaine politique, diplomatique et politique, sont des personnes qui m'inspirent tous les jours et à penser, à espérer que la jeunesse peut faire énormément dans le domaine politique, diplomatique et politique. Évoquer avec toi, c'est important qu'on puisse apprendre des aînés. Et donc, c'est déjà bien qu'il y ait des personnes qui t'inspirent. Et l'autre aspect, le chaînon manquant, c'est réellement faire le lien, en fait. Donc, faire le lien, c'est au-delà du fait qu'on puisse lire leurs histoires qui nous inspirent, c'est qu'ils mettent en place, je dirais, des dispositifs pour faciliter la transmission de leur savoir, par exemple, ou de partager des initiatives ou partager même leurs expériences que beaucoup ne peuvent pas. Et je crois que sur cela, peut-être que je me ferai personnellement le devoir de contacter l'ambassadeur Diop, Abdoulaye Diop, pour peut-être penser à une initiative. Genre, peut-être qu'il a bien cela en pensée, peut-être qu'il n'a pas développé, peut-être que ça existe et dont je ne suis pas informé. Mais oui, je crois que beaucoup des aînés ont besoin de passer le bâton pour que beaucoup de jeunes puissent apprendre, non seulement apprendre, mais déjà se positionner pour agir aujourd'hui, non pas attendre demain, mais pour agir aujourd'hui, pour que les questions sur lesquelles nous tous nous travaillons, qui sont les questions de développement, puissent avancer d'une manière ou d'une autre. C'est fondamental, c'est fondamental. Je me réjouis du fait qu'il y a eu des initiatives comme des initiatives Kofi Annan, des initiatives dans d'autres pays sur le continent. Mais je crois qu'on a besoin davantage d'initiatives de mentorat, des personnes qui sont dans des domaines spécifiques dans lesquels les jeunes veulent exceller dans le milieu international. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de personnes, des aînés, à développer des programmes pour les insérer, pour qu'ils puissent se développer et pour avoir plus d'impact. On est pleinement d'accord là-dessus. Je le dis parce que la jeunesse manque parfois beaucoup de repères, donc c'est important cet aspect-là. Merci beaucoup, Octavio. On est tout doucement en train d'atterrir et d'aller vers la fin. Et comme je l'ai mentionné au début, nous nous adressons à des jeunes professionnels et des entrepreneurs qui s'inspirent de nos conversations au quotidien sur le continent africain et au-delà.
est-ce que tu aurais des outils ou des conseils de réussite à partager à notre audience? Je ne peux pas me mettre en conseiller. Je n'aime pas la position de conseiller. Mais en termes d'outils, je crois que Vu que quand on veut conseiller, on s'inspire toujours de ses expériences personnelles, je veux dire, de ton quotidien, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui t'écoute? oui, la première des choses que j'aimerais dire à mes compères, c'est d'abord de penser que c'est possible d'être dans le milieu international. Ensuite, c'est d'avoir la volonté d'y être. Troisième chose, c'est de demander, c'est d'avoir la bonne information pour y être. Et quatrième chose, c'est de s'outiller pour y être. Donc, cela est important parce que beaucoup pensent que c'est très éloigné, c'est inaccessible. Beaucoup ne pensent pas que ce soit possible. Donc, je crois que c'est d'abord de dire que c'est possible d'y être. Ensuite, de penser à y être parce qu'on a vraiment besoin de jeunesse, de jeunes pour faire bouger les choses à un certain niveau, de s'outiller pour y être et de s'informer pour y être. Malheureusement, beaucoup de jeunes sur le continent utilisent l'Internet juste pour les réseaux sociaux. Il y a Google qui est là pour donner au moins toutes les informations. Enfin, il y a des outils de recherche en ligne pour donner tout ce qu'il y a comme information sur le système international, comment y être. Et s'outiller pour y être demande fondamentalement à ce qu'on ait une certaine petite expérience dans des associations. La vie associative est le début d'une longue et belle carrière. Je n'ai pas rencontré quelqu'un ici dans le milieu politico-diplomatique à Addis Ababa qui est de la poigne ou qui est soit à un certain niveau politique, qui n'ait pas fait la vie associative. Je n'en ai pas rencontré. Pour la plupart d'entre eux, ils ont fait une vie associative, ils ont développé des aptitudes parce que c'est là qu'on apprend ce que l'école ne nous apprend pas. Donc, s'outiller pour y être commence d'abord par la vie associative, le sacrifice de soi. Le sacrifice et le don de soi pour y être. Aucun chemin n'est facile, même vendre de l'eau n'est pas facile. Mais je pense que lorsqu'on se donne de la détermination, on se donne de la volonté pour y être, on arrive à y être. Et maintenant, une chose est d'y être, une chose est d'y rester. Le monde du système international est un monde très politisé. C'est un monde politique. Je ne dis pas un monde de coups bas, mais je dis c'est un monde qui demande beaucoup d'aptitude à vite capter les rapports de force, à vite comprendre les dynamiques politiques qu'il y a et de pouvoir s'ajuster ou de pouvoir s'aligner dedans. Donc, en termes de conseils, le monde international est là pour les jeunes. C'est ouvert aux jeunes, qu'on le veuille ou pas, c'est ouvert maintenant, quitte aux jeunes eux-mêmes de pouvoir. Ça me fait mal lorsque je vois beaucoup d'Occidentaux, de jeunes Occidentaux, 22, 23, 24, 25, 26, qui sont dans le monde international, qui ont des positions assez stratégiques, pendant que même beaucoup de jeunes de 35 ans en Afrique sont assez, à dire, on ne leur donne pas assez d'importance. C'est peut-être parce que ça n'a peut pas été préparé. Il faut se préparer pour le monde international. Ça demande de la préparation. Et la préparation, ce sont les aptitudes, ce sont les compétences qui ne sont pas pures, qui ne sont pas les diplômes. Le diplôme n'est qu'un aspect, mais les compétences, ça demande de l'expertise dans un domaine ou dans beaucoup de domaines dans lesquels on veut exceller. Et ça demande, comme je l'ai dit, une adaptabilité. Et pour beaucoup de jeunes, c'est un peu difficile de s'adapter. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à cela. J'invite beaucoup de jeunes à y être. Et j'encourage beaucoup d'initiatives de certains compères qui sont en train de travailler à ce que beaucoup de jeunes puissent aller à l'international. Merci beaucoup, Octavio, pour toutes ces valeurs que tu as partagées avec nous. Ce n'était pas évident malgré ton emploi de temps chargé. Donc, merci pour ta disponibilité. Merci. Merci pour m'avoir accordé cette interview. Merci pour avoir pensé que je pourrais partager de la valeur. Merci pour le travail que tu fais. Honnêtement, merci beaucoup pour ce travail parce que je considère que même si c'est une personne qui est informée ou qui écoute ou qui a quelque chose qu'elle peut tirer, ne serait-ce que à une tiers de seconde, dans tout ce qui a été dit, je pense que ça peut changer des vies. Et c'est de ça que nous parlons. Elle fait quelque chose quelque part, non pas dans l'espérance d'avoir une audience extraordinaire, mais de savoir que quelqu'un quelque part peut tirer une information capitale d'une interview que tu fais. Merci pour ton temps, merci pour tes ressources
Et il faut savoir que ça ne sera jamais perdu. Crois-moi. Je me rappelle quand j'étais à ESSEC, beaucoup de personnes m'ont découragé. On faisait des nuits de réunion. On rentrait à 0 à 1 heure du matin. On faisait tout ça. Mais nous, on savait là où nous allions. À ESSEC, j'ai développé des aptitudes en marketing et communication, relations extérieures. C'est de ça que je vis aujourd'hui. Donc, rien de ce que nous faisons, comme le dit Lavoisier, rien de super, rien de secret, tout se transforme. Donc, ton énergie, ton temps, ta disponibilité se transformera un jour et ça va t'étonner de la plus belle manière. Merci, parce que le partage reste la première valeur et ce sera un plaisir de continuer à pas discuter, pas converser avec toi sur d'autres thématiques et de nous retrouver soit en ligne ou en présentiel, en Afrique ou ailleurs, et pour continuer les échanges. Je serais heureux Merci, à très bientôt. de le faire. Merci, cher ami Arodosé. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que les contenus enrichissants partagés avec notre invité vous auront plu. Et avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir quotidiennement les notifications des prochaines parutions. On prend rendez-vous sur le blog josearodode.com où nous partageons avec vous des contenus écrits sur diverses thématiques d'intérêt pour le développement de l'Afrique. On se retrouve très bientôt.